Glennac, une petite commune en plein cœur de la Bretagne. Nous sommes le 23 septembre 2011. Il est 22h45. Quand Lionel Fleury reçoit sur son portable un appel de son épouse Muriel. Elle m'appelle en me disant que elle a crevé non loin de la maison. La voiture de Muriel a subi une crevaison à 10 km de là. Aussitôt, Lionel part la secourir. J'arrive sur les lieux, il faisait une nuit très noire, où je vais voir son véhicule et je remarque donc le pneu avant gauche côté conducteur donc est à plat. Donc, je me suis accroupi, j'ai demandé à Muriel de me tenir la torche. Lionel Fleury se penche vers le pneu qui a subi la crevaison. Lionel Fleury est loin de se douter de ce qui va lui arriver ce soir-là. Quelqu'un arrive dans le dos de M. Fleury. Surgit de nulle part, un individu lui saute dessus, par derrière. Et va lui porter des coups de couteau. J'ai ressenti une forte douleur derrière l'oreille. Et puis quelqu'un qui était sur moi, on aurait dit un singe. Muriel est totalement tétanisée, totalement en panique. Elle se met à hurler « Je vais appeler la police, je vais appeler la police ». Sous les yeux de son épouse en panique, Lionel Fleury vient d'être poignardé à plusieurs reprises. Malgré la violence de l'agression, il va réagir, il va se défendre. Il s'est engagé une bagarre comme une mêlée de rugby. Monsieur Fleury, il arrive quand même à lutter et finalement, l'agresseur fuit. Après, c'est le trou noir. En plein milieu de la nuit, sur cette route peu fréquentée, Lionel Fleury est ainsi laissé à demi-mort par son agresseur. C'est le début d'un incroyable fait divers. L'histoire d'un homme en sursis. L'histoire d'une épouse au double visage. Et d'une famille qui cache de terribles secrets. Lionel Fleury, c'est un peu un miraculé. Il a quand même été victime de 5 tentatives d'assassinat. Je crois qu'on peut vraiment parler d'acharnement. Je suspecte qu'elle lui donne des médicaments pour l'empoisonner. Je suis arrivé à ramper pour aller aux toilettes. Des fois, j'allais pas assez vite. Je lui dis, papa, je pense savoir qui fait ça. Je pense avoir toutes les preuves, je sais pas quoi faire. Lieu-dit Branferré, près de Glennac, dans le Morbihan. Il est 23h lorsque Muriel Fleury, totalement affolée, appelle les pompiers. Madame Fleury appelle les secours. C'est la panique. Après l'agression de son mari, elle est dans un état de crise de nerfs. Elle est tellement paniquée, accablée, impressionnée qu'elle va vomir. 15 minutes plus tard, les secours arrivent sur place. Les premières constatations sont alarmantes. Lionel Fleury est entre la vie et la mort. Il doit être constaté 7 impacts correspondant à l'action d'une arme blanche. Notamment une plaie assez importante au niveau du cou, ce qui est toujours très spectaculaire. Lionel Fleury est dans un état grave. Les poumons sont touchés, le foie est touché. De toute évidence, quelqu'un a essayé de tuer le père de famille. Aussitôt, Lionel Fleury est transporté aux urgences de Redon, puis à l'hôpital de Rennes. Pour Alizée, la fille aînée de Muriel, c'est la stupeur. Ma mère m'appelle, elle me dit qu'elle va rentrer à la maison avec la gendarmerie, qu'ils ont été victimes d'une agression et que mon père va être hospitalisé. Je me suis dit, je risque de perdre mon père. C'est pas simple à encaisser, je stresse, je panique. Immédiatement, l'affaire fait la une de la presse et une enquête est ouverte.
Et d'emblée, les premiers soupçons vont se porter sur l'épouse de Lionel, car les circonstances de l'agression sont pour le moins troublantes. Le mari vient pour dépanner sa femme. Il y a un individu qui arrive armé d'un couteau qui le poignarde à 7 reprises. Rien n'a été volé. Il n'y a aucune explication logique à cette histoire. Il a été agressé dans des conditions complètement troubles et incroyables, en pleine campagne, dans un lieu relativement désert et pas éclairé. Dès le lendemain, Muriel Fleury est donc entendue par les enquêteurs. Et les gendarmes ont face à eux une femme apparemment sincère, littéralement rongée par le chagrin. On a l'impression qu'elle a vu la mort en direct et qu'elle ne s'en est pas remise. Elle n'a aucune explication sur l'agression qui semble la surprendre totalement. Madame Fleury ne connaît pas d'ennemi à son mari, elle ne voit pas qui pourrait être cet agresseur, elle ne comprend pas pourquoi il a été agressé. A priori, la femme de Lionel est donc au-dessus de tout soupçon. Pourtant, les enquêteurs se demandent ce que cette femme faisait seule sur une route de campagne à une heure aussi tardive. Les gendarmes se demandent ce qu'elle fabriquait là, à cette heure aussi avancée de la nuit et toute seule. Et elle va expliquer qu'elle a fait un repérage. Elle devait, le lendemain, conduire sa fille dans une discothèque du côté de Glénac. Comme elle ne connaissait pas la route, elle préférait aller voir cette route-là pour ne pas se tromper. Ensuite, elle explique donc qu'elle a eu un problème technique. Ce serait une crevaison qui l'aurait obligée à s'arrêter. Et elle contacte son mari après avoir constaté qu'effectivement, il y a un souci au niveau du pneu. Voici donc pour les explications de Muriel. Les enquêteurs attendent maintenant avec impatience celle de son mari, qui est toujours en soins intensifs à l'hôpital. Après 3 semaines d'hospitalisation, Lionel Fleury peut enfin être entendu par les gendarmes. D'abord, il va complètement blanchir son épouse. Sans elle, dit-il, ce 23 septembre 2011, il serait mort. Il considère que c'est grâce à elle qu'il s'en est sorti. En gros, qu'elle lui a sauvé la vie. Seulement pour le reste, l'homme ne va pas se montrer très précis. Et pour cause. J'ai beaucoup de mal à décrire l'agresseur parce qu'il faisait tellement nuit, je ne discernais rien. Je voyais plutôt une ombre avec un vêtement et une capuche. Mais si Lionel Fleury n'a pas pu identifier son agresseur, il va tout de même livrer une information capitale aux enquêteurs. En effet, il explique que ce n'est pas la première fois qu'on cherche à attenter à sa vie. La voiture a été victime à 3 reprises de sabotage. Une première fois, c'est les freins qui ont été coupés, le système ABS. Une deuxième fois, c'est un pneu qui a été crevé. Et puis, un boulon, un écrou avait été retiré d'une des roues de son véhicule. Je n'étais pas en guerre avec qui que ce soit, donc je ne comprends pas. Alors, les gendarmes cherchent à comprendre. Qui pouvait bien en vouloir à ce père de famille de 40 ans, a priori sans histoire? Monsieur Fleury est employé dans une chaîne de restauration, il gagne bien sa vie. C'est quelqu'un qui est bien vu par son entourage, qui a une bonne réputation. Et c'est quelqu'un qui a une vie assez rangée. Depuis 17 ans, Lionel partage sa vie avec Muriel. Un couple qui semble nager dans le bonheur. J'ai rencontré Muriel dans le cadre de mon travail. J'ai trouvé en elle beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse, de l'affection, de l'écoute. J'avais aussi ce sentiment de la protéger. Ensemble, Muriel et Lionel vont avoir 6 enfants.
Elle avait déjà une petite fille, Alizée. Ils ont eu d'autres enfants. Moi, je suis très amoureux d'elle. Très amoureux. Seule ombre à ce tableau idyllique. Depuis 1 an, Muriel serait atteinte d'une grave maladie. Ce qui n'est pas sans conséquences pour leur couple. Elle m'a appris qu'elle avait donc une leucémie, qui suite à des soins à l'hôpital, qu'on allait mettre entre parenthèses par rapport à ses douleurs, notre vie sexuelle. Les relations se sont dégradées avec son épouse. Il n'existe plus de vie intime. Lionel Fleury va plus loin. Face aux enquêteurs, l'homme avoue avoir commis un petit écart de conduite. Je reconnais qu'effectivement, j'ai eu un flirt avec une autre femme. Il indique que 6 mois avant les faits, il a eu une relation intime avec une certaine Nathalie. Pendant plusieurs semaines, les 2 amants vivent leur idylle, jusqu'au moment où le mari de Nathalie va découvrir le poteau rose. J'ai reçu un SMS de son mari où il me met au courant qu'il est bien au fait de notre relation avec son épouse. Il me menace, entre guillemets, d'en informer Muriel. Il va lui demander s'il va avertir sa femme, sa propre femme, donc Muriel, ou si c'est lui qui doit le faire. Le mari trompé aurait-il mal accepté cette relation? L'homme aurait-il agressé Lionel par vengeance? Pour les enquêteurs, l'hypothèse est plutôt crédible. L'époux, un certain Philippe, est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Et d'emblée, il reconnaît être au courant que sa propre femme, Nathalie, entretient une relation avec Lionel Fleury. Lors de son audition, Philippe indique aux enquêteurs qu'il avait remarqué des comportements entre Lionel Fleury et son épouse, des allusions, des clins d'œil. Cet homme va expliquer aux enquêteurs qu'il a découvert le début de relation entre sa femme et Lionel Fleury, mais que cette relation a pris fin après qu'il en ait parlé à son épouse. Il n'avait pas de raison d'en vouloir à Lionel ou d'aller lui casser la gueule. Le mari trompé nie donc toute implication dans l'agression de Lionel Fleury. Et son emploi du temps, à 23 h au moment des faits, va le disculper totalement. Le mari de Nathalie explique qu'il a un alibi. Il rentre à 21h30 au domicile et reste jusqu'au lendemain matin, ensemble, au domicile conjugal. L'examen de cette téléphonie va confirmer les déclarations de cet homme sur son emploi du temps ce soir-là et cette nuit-là. L'enquête est à nouveau dans l'impasse. L'affaire aurait pu en rester là. Pourtant, Lionel Fleury ne le sait pas encore. Mais sa vie ne tient plus qu'à un fil. Car chose incroyable, la personne qui tente de l'éliminer va récidiver. Cinq mois après sa mystérieuse agression au couteau, Lionel Fleury demande à être réentendu par les gendarmes. Et contre toute attente, c'est un homme à l'agonie qui se présente à eux. Il voit un type arriver, mais qui est métamorphosé. C'est une espèce de zombie qui a maigri. C'est l'ombre de lui-même. Monsieur Fleury explique aux enquêteurs que, dans un premier temps, il a repris le travail de façon naturelle, mais que très vite, il s'est senti fatigué. D'abord, Lionel Fleury révèle aux enquêteurs que, de manière incompréhensible, il a bien failli se tuer en voiture. Je suis en direction de Paris et puis, entre Rennes et Laval, je m'endors violemment. Et je vais taper la barrière de sécurité.
Le choc, pour moi, était violent. Tellement violent que ça m'a réveillé. Il aurait pu avoir un accident grave de la circulation. Il en a réchappé par miracle. Mais Lionel Fleury, devant les gendarmes, ne va pas s'arrêter là. Et la suite de son récit fait froid dans le dos. Il raconte que cette fatigue irrépressible va empirer, jusqu'à ce qu'il devienne un véritable légume. Je n'arrivais plus à me lever. J'avais du mal à manger. Et j'en suis arrivé à manger avec mes mains, de ramper pour aller aux toilettes. Des fois, j'allais pas assez vite. Donc, je me faisais sur moi et j'avais honte de le dire. Il peut venir nous réveiller à des heures pas possibles pour des choses qui n'ont aucun sens. Il n'a plus aucune cohérence dans ses paroles, dans ses propos. 2 semaines après l'accident, Lionel raconte que son état de santé était tellement dégradé que ses proches ont dû l'interner en hôpital psychiatrique. Et c'est là que les médecins vont découvrir que l'homme est drogué. Monsieur Fleury montre un taux extrêmement important de benzodiazépine dans le sang. Manifestement, la molécule qui a été retrouvée dans le sang de Lionel Fleury avait pour effet de ralentir son activité cérébrale, de l'endormir, de l'anémier, de l'affaiblir considérablement. Il n'a pas de traitement à base de ce produit. Donc forcément, on l'empoisonne. Après les sabotages et son agression au couteau, les gendarmes découvrent que quelqu'un aurait empoisonné Lionel Fleury. Alors, qui peut lui en vouloir à ce point? Et surtout, pourquoi une telle détermination? Il a quand même été victime de 5 tentatives d'assassinat. Je crois qu'on peut vraiment parler d'acharnement. Les gendarmes vont d'ailleurs acquérir la preuve que Lionel est bien la victime d'empoisonnements répétés. La scène se passe le 12 février 2012. Lionel Fleury, encore hospitalisé, bénéficie d'une permission pour le week-end. À son retour, les médecins vont faire une découverte stupéfiante. Après cette journée passée à son domicile, le taux de benzodiazépine va remonter et dans des proportions vraiment inquiétantes. Il va être mesuré au double du taux initialement mesuré par les médecins. Des somnifères retrouvés dans son sang. Un taux de psychotropes qui grimpe en flèche après une journée passée en famille. Pour les enquêteurs, la piste d'un empoisonnement par un proche de Lionel Fleury est probable. L'homme doit bien se rendre à l'évidence. Mais ça a été des moments d'incompréhension. À ce moment-là, je leur ai dit que je pensais que madame pourrait être l'auteur de mon agression. Madame, c'est Muriel, son épouse. Malgré l'amour qu'il lui porte, malgré la passion qu'il nourrit pour elle, il en arrive à la soupçonner. Il va finir par lâcher, je crois que c'est le terme qui convient, le fait qu'il soupçonnerait son épouse. La personne qui était la plus proche de lui depuis toutes ces années, qui était la mère de ses enfants. Et je dirais que ce 3e choc-là, c'est peut-être le pire. Peut-être que c'est ma femme qui veut attenter à mes jours, et il le dit avec une forme d'effroi. Une agression en pleine nuit, un empoisonnement à domicile, et à chaque fois la présence de Muriel Fleury. Désormais, la mère de famille est dans le collimateur des gendarmes. Et la suite de l'enquête va leur donner raison. En effet, les enquêteurs ne vont pas tarder à comprendre que la femme de Lionel est une manipulatrice. Souvenez-vous, elle avait prétendu à son mari qu'elle était atteinte d'une leucémie. Pourtant, les enquêteurs ne vont trouver dans son dossier médical aucune trace d'une quelconque maladie. Il découvre que Muriel Fleury est une menteuse.
Elle n'a jamais été malade. Elle n'a jamais eu de leucémie. Bien au contraire, à 38 ans, la mère de famille semble vivre une seconde jeunesse. Ils vont découvrir que sa femme ne mène pas du tout la même vie que lui et que celle-ci sort très souvent. Elle sort, elle boit, elle dépense. Dans les mois qui ont suivi l'agression de mon père, j'ai vu ma mère s'habiller de plus en plus court, aller de plus en plus au bar, aller de plus en plus en boîte de nuit. J'avais l'impression d'avoir pris le rôle de mère et qu'elle avait pris ma place. Elle retrouve une vie de jeune fille au moment le plus compliqué de sa vie, où on peut imaginer en tout cas le plus compliqué de sa vie, c'est-à-dire au moment où on a failli assassiner son mari. Et en interrogeant les proches de Muriel Fleury, les gendarmes découvrent que cette femme n'est peut-être pas l'épouse dévouée et aimante qu'elle prétend être. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'elle a une liaison avec un homme, Monsieur Pluot, Patrice Pluot. C'est un homme d'une 50aine d'années et manifestement ils se connaissent et sont très proches l'un de l'autre. Un soir, je suis donc au bar et ma mère est avec Patrice en me disant qu'elle était qu'un ami. Ils sont très proches, très taquins, très tactiles. Toutes ces choses qui font que je commence à avoir des grands doutes et à la fin de la soirée, je les vois s'embrasser. Tout le monde est au courant de leur liaison et du fait qu'ils sont ensemble en réalité depuis plusieurs mois. Tout le monde, sauf Lionel Fleury. Du côté de mon père, pourtant, j'ai l'impression qu'il ne voit pas la situation du même point de vue. Il est toujours amoureux, il ne comprend pas pourquoi ma mère s'écarte petit à petit. Il ne sait pas qu'elle a quelqu'un d'autre. L'amant de Muriel se serait même installé au domicile de Lionel Fleury, alors même que ce dernier était hospitalisé. Et c'est pendant cette période que Muriel va tomber enceinte. Lors des écoutes téléphoniques, les enquêteurs découvrent que Muriel Fleury est enceinte, non pas de son époux, mais de Monsieur Pluot. Muriel est enceinte pour la 8e fois, mais cette fois-ci, elle est enceinte de son amant. Voici un extrait d'une de leurs conversations. T'as mangé? Oui, j'ai mangé, oui. Ah, bah là je suis heureux. Faut penser au bébé. C'est pas fait à 100%. Oui, on va dire à 80. On a une chance sur 3. La grossesse de Muriel Fleury, évidemment, est un événement, enfin en tout cas une information de nature à alimenter l'enquête, parce que là, on rentre dans une configuration totalement différente de celle qu'avaient pu imaginer les enquêteurs au début de l'affaire. Après 17 ans de vie commune, Muriel aurait-elle tenté de se débarrasser de son mari pour vivre avec son amant? Pour les enquêteurs, l'enfant qu'elle attend de Patrice Pluot pourrait être le mobile. Le 16 mars 2012, les gendarmes décident d'entendre à nouveau Muriel Fleury sur le guet-apens dont a été victime son mari. Mais elle continue de nier toute implication. Et voici ce qu'elle déclare. Avez-vous des éléments nouveaux à nous apporter concernant l'agression dont a été victime votre mari? Non. J'ai beau me rappeler toute la soirée, je ne vois rien de nouveau à apporter. Les gendarmes sont perplexes. Selon eux, Muriel Fleury ne leur dit pas toute la vérité. Quant à son amant Patrice Pluot, auditionné à son tour, il soutient n'entretenir aucune relation amoureuse avec Muriel. Comment décririez-vous Madame Fleury Muriel? C'est une personne très attachée à ses enfants et son mari. Quelles sont vos relations avec elle? Elles sont purement amicales. Nous avons une grande amitié, sans plus. Il va confirmer les déclarations de sa maîtresse à ce moment-là. Il n'est qu'un ami de quelqu'un qui en fait est totalement dévoué à sa famille.
Seulement les gendarmes vont très vite acquérir la certitude que l'amant Patrice Pluhaut leur ment. Et notamment sur son emploi du temps le soir du crime. L'homme affirme avoir passé toute la soirée ici, dans ce bar, en compagnie d'Alizée, la fille de Muriel, et de son petit ami, Jean-Sébastien. Or, cela n'est pas possible. À l'analyse de la téléphonie de Patrice Pluhaut, les enquêteurs vont se rendre compte que son alibi ne tient pas véritablement. La téléphonie de Patrice Pluhaut va révéler qu'il va s'absenter en réalité du bar. Comme le bornage de son portable l'atteste, Patrice Pluhaut n'est pas resté toute la soirée au bar, mais il s'est rendu à proximité du lieu du crime. Il va se trouver à un moment donné à proximité du lieu de l'agression de Lionel Fleury. Les gendarmes pensent tenir celui qui aurait poignardé Lionel Fleury. Mais ils vont vite déchanter. Car si l'amant a bien menti, il ne peut pas être l'auteur de la tentative d'assassinat. En effet, Lionel Fleury a été agressé aux alentours de 23 h. Or, le téléphone de Patrice Pluhaut borne à cet endroit à 23 h 15. On l'a géographiquement sur la scène de crime, ou en tout cas pas loin de la scène de crime, à 23 h 15, mais à une heure où l'agression avait déjà été commise. Ce qui veut dire que techniquement, c'est pas lui qui a porté les coups de couteau. Ça signifie qu'il y a une autre personne qui est intervenue, peut-être en relation avec Muriel Fleury et Patrice Pluhaut. Alors, les deux amants auraient-ils un complice ? Les gendarmes commencent à le croire. D'autant qu'un témoignage capital et inattendu va faire basculer l'enquête. Le 17 avril 2012, 6 mois après les faits, Alizée, la propre fille de Muriel Fleury, demande à être entendue par les gendarmes. Elle dit détenir des informations cruciales sur l'agression et l'empoisonnement de son père. J'ai trop de doutes en tête. Je sais pas quoi en faire. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un et surtout j'ai peur qu'on s'en prenne à moi parce que je sais ce qui se passe. Elle a très très fort en elle le sentiment qu'elle ne peut pas laisser les choses se continuer ainsi. La jeune fille aurait des soupçons sur l'identité de ceux qui voudraient tuer son père à tout prix. Je leur annonce donc que je pense que ma mère est responsable de l'agression de mon père. Que je suspecte le fait qu'elle lui donne des médicaments pour l'empoisonner. Que je suspecte que son petit ami Patrice Pluhaut est complice. Et que très certainement mon petit ami aussi. Selon Alizée, elle posséderait même des preuves de l'implication de sa propre mère. À commencer par son emploi du temps au moment du drame. Souvenez-vous, le soir de l'agression de Lionel, Muriel Fleury a dit aux enquêteurs que si elle était en pleine nuit sur cette route, c'est parce que le lendemain, elle devait emmener sa fille en boîte de nuit. Et donc qu'elle voulait repérer l'itinéraire pour s'y rendre. Or, pour Alizée, il n'en est rien. Ma mère me demande de mentir aux gendarmes lors de ma première audition. En réalité, sa mère connaissait l'endroit où elle devait l'amener le lendemain. Elles y avaient été déjà auparavant ensemble. Que de ce fait, sa mère n'avait pas à repérer cet endroit au préalable puisqu'elle le connaissait déjà. Alizée raconte que sa mère aurait un plan diabolique. Se débarrasser de son mari pour vivre une nouvelle vie avec son amant. Un amant, Patrice Pluhaut, qui selon elle aurait joué un rôle direct dans les tentatives d'empoisonnement de Lionel Fleury. Pour preuve, Alizée rapporte qu'elle aurait surpris une conversation
entre Muriel Fleury et son amant. J'ai pu entendre des conversations avec son petit ami, des phrases comme « mets ça dans son thé, ça ne se verra pas » ou « avec ça, t'auras la paix ». Tout ça accumulé font que je me demande réellement ce qui se passe et qu'avec la situation, je me dis qu'ils sont très certainement responsables. Pour Alizée, qui est en train de dénoncer sa mère aux gendarmes, la situation est particulièrement difficile à vivre. Je pense qu'il y a vraiment un acte de grand courage. Un acte de grand courage parce que c'est aussi un acte de trahison vis-à-vis de sa mère. Donc c'est très difficile pour Alizée. Je me sens très mal après avoir dit tout ça. Je me sens mal de douter de ma mère. Je me sens mal de me dire comme quoi elle peut être coupable. Même si j'ai toutes les preuves devant moi, je veux toujours pas y croire. C'est ma mère. Elle ne peut pas avoir envie de faire ça. Elle ne peut pas vouloir tuer le père de ses enfants. C'est pas normal. C'est pas possible. Devant les gendarmes, Alizée dénonce non seulement sa mère, mais aussi l'amant de celle-ci, et pire encore. Elle explique que son petit ami de l'époque, Jean-Sébastien, serait le bras armé du funeste projet. C'est lui qui aurait asséné les coups de couteau à son père. Cette fameuse nuit du 23 septembre 2011. Les gendarmes n'ont quasiment plus de doute à ce moment-là sur le fait qu'à l'origine de l'agression violente de Lionel Fleury se trouvent ces trois personnes avec des rôles sans doute différents qu'ils soupçonnent et qu'ils doivent confirmer évidemment par un nouvel interrogatoire de ces gens-là. Le 29 mai 2012, au petit matin, Muriel Fleury, l'épouse, Patrice Pluhaut, l'amant, et Jean-Sébastien Thomas, le gendre, sont interpellés simultanément et placés en garde à vue. Et très vite, le petit ami d'Alizée avoue être l'auteur du crime. Jean-Sébastien Thomas va très vite reconnaître son implication dans les faits. Et voici ce que le jeune homme déclare aux enquêteurs. Je suis effectivement impliqué dans cette affaire. J'ai planté Lionel Fleury à plusieurs reprises. De mémoire, je lui ai donné 7 coups de couteau. L'agression décrite par Jean-Sébastien Thomas est la mise à mort de Lionel Fleury. Face aux gendarmes, le jeune homme affirme qu'il aurait agi sur ordre de Muriel Fleury. Muriel m'a demandé de tuer son mari. Elle m'a dit je toucherais 50 000 €. Du coup, comme j'étais en manque d'argent, j'ai accepté. Jean-Sébastien Thomas indique aux enquêteurs qu'il n'est pas l'instigateur de cette agression. Il a été en quelque sorte engagé par Muriel. Il s'agit d'un contrat puisqu'il devait, pour son crime, toucher la somme de 50 000 €. Jean-Sébastien Thomas indique que l'assassinat de Lionel Fleury ayant échoué, il n'aurait pas été payé. Dans la salle d'à côté, les enquêteurs confrontent Muriel Fleury aux révélations de son gendre. Et contre toute attente, l'épouse de Lionel va craquer. C'est moi qui ai proposé l'agression de mon mari. Je devais tomber en panne, il devait venir m'aider pour me dépanner et il devait se faire agresser. Muriel Fleury va reconnaître les faits. Elle va prendre sa part de responsabilité en confirmant que c'est bien elle qui est le cerveau de cette histoire. Muriel Fleury voulait que son mari soit tué. La mère de famille avoue qu'elle aurait recruté son gendre pour assassiner son mari. Elle indique qu'elle a eu l'idée de cette agression et qu'elle a sollicité Jean-Sébastien Thomas aux fins de mettre ce plan à exécution. Pour les gendarmes, l'implication de Muriel Fleury et de Jean-Sébastien Thomas ne fait donc plus de doute. Reste à définir maintenant le rôle de Patrice Pluhaut.
Interrogé à son tour, sous la pression des enquêteurs, lui aussi va finir par craquer. Le rôle officiel de Monsieur Pluot était d'aller chercher Jean-Sébastien Thomas en cas de problème. Dans les locaux de la gendarmerie, les 3 complices vont livrer le plan qu'ils auraient mis au point pour en finir avec Lionel Fleury. Les enquêteurs pensent enfin pouvoir reconstituer le scénario du 23 septembre 2011. Et voici donc ce qui se serait passé ce soir-là. Le 23 septembre 2011, Muriel Fleury quitte son domicile, envoyant un SMS à Jean-Sébastien Thomas. Elle passe le chercher au bar de la Gacilly. Jean-Sébastien Thomas monte dans son véhicule. Et ils vont tous les deux se rendre sur les lieux du crime, donc cette espèce de petite départementale totalement perdue. Arrivés au lieu-dit Bran-Ferret, les 2 complices auraient préparé leur guet-apens. Sur place, Jean-Sébastien Thomas sort du véhicule, prend son couteau et perce le pneu de la voiture. Ensuite, Jean-Sébastien Thomas va se cacher dans un buisson à proximité du véhicule. Puis, Madame Fleury va joindre son mari pour lui demander de lui venir en aide. Elle va jouer les personnes un peu affolées. Je viens de crever, je suis en pleine campagne, je ne sais pas changer la roue, il faut absolument que tu viennes. Il va se dire qu'il ne va pas laisser sa femme en pleine campagne et prend la route à ce moment-là pour la retrouver. 10 minutes plus tard, Lionel Fleury retrouve sa femme sur place. Et à peine arrivé, le piège se serait refermé sur le père de famille. Jean-Sébastien Thomas sort du bosquet et s'en prend immédiatement à Lionel Fleury. Évidemment, il ne s'attend pas du tout à la moindre agression. Il fait nuit, mais il n'y a personne. Et donc, il y a l'effet de surprise qui va d'abord jouer. Il lui assène plusieurs coups de couteau, 7. Seulement, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Jean-Sébastien Thomas aurait sous-estimé la force de sa victime. Lionel Fleury va pas se laisser faire. C'est quelqu'un de costaud, de robuste. Il va réagir, il va se défendre. Il va finir par avoir le dessus sur son agresseur et Jean-Sébastien Thomas va finalement fuir les lieux sans avoir été jusqu'au bout de la mission qui lui avait été donnée par Madame Fleury. La mère de famille, dépassée par les événements, appelle les pompiers. De son côté, le jeune Jean-Sébastien appelle Patrice Pluot, qui attend au bar de la Gacilly. En cas de problème, Jean-Sébastien Thomas devait contacter Monsieur Pluot, et c'est ce qu'il a fait. Patrice, à son tour, reçoit un appel téléphonique. Il quitte le bar. Il va rechercher sur le lieu, à proximité en tout cas du lieu de l'agression, Jean-Sébastien Thomas. Jean-Sébastien Thomas monte dans le véhicule de Patrice Pluot. Une fois dans la voiture, Patrice Pluot aurait aidé Jean-Sébastien Thomas à se débarrasser de toutes les preuves de l'agression. Qui lui prend le couteau, le jette par la fenêtre du dit véhicule. Patrice Pluot dépose Jean-Sébastien Thomas aux alentours de son domicile. Monsieur Pluot est revenu au bar un peu plus tard. Et Jean-Sébastien Thomas monte donc dans son appartement, prend une douche, change ses vêtements. Il va changer de vêtements, peut-être parce qu'ils sont tachés d'ailleurs, pour pas qu'on le reconnaisse en plus, et de les jeter dans une décharge publique ou dans une poubelle pour qu'on ne les retrouve pas évidemment dans les jours qui suivent.
Vers 23h30, Jean-Sébastien Thomas va rejoindre Patrice Pluhaut et Alizé au bar. À cet instant, Alizé n'est pas consciente que ce soir-là, elle est l'alibi de son petit ami et de l'amant de sa mère. Elle ignore encore tout de l'agression de son père. Ce n'est que vers 2 heures du matin, à son retour chez elle, qu'Alizé apprendra par sa mère que son père a été sauvagement attaqué. À l'issue de leur garde à vue, les accusés sont mis en examen et placés en détention provisoire pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. Si les gendarmes pensent avoir fait toute la lumière sur l'agression nocturne de Lionel Fleury, reste la tentative d'empoisonnement et les 3 sabotages de son véhicule. Les enquêteurs se demandent si Muriel Fleury a drogué son mari, comme le prétend sa fille Alizé. Ils décident donc de l'entendre à nouveau. Et devant les gendarmes, Muriel Fleury nie être responsable des sabotages. En revanche, elle reconnaît avoir drogué son mari. Madame Fleury explique aux enquêteurs qu'elle a pu administrer à son époux certains médicaments, qu'elle lui administrait ces molécules à son insu. Je lui ai mis des médicaments tout en ne sachant pas ce qu'il y avait dedans. J'avais ces médicaments dans ma pharmacie. Des décontractants, des antidouleurs, des antidépresseurs ou anxiolytiques. Pour les lui administrer, je pilais les médicaments et je les dissolvais dans son thé. Selon vous, combien de médicaments avez-vous pu faire ingurgiter à votre mari durant la période concernée? J'en sais rien. 2 ou 3 comprimés, par-ci, par-là. Devant les enquêteurs, Muriel va même justifier son acharnement. Cette intoxication serait, selon elle, de la légitime défense. Muriel Fleury va décrire son mari comme un être violent, presque barbare, en tout état un tyran. Ma mère me dit qu'il la rend malheureuse, qu'il la rabaisse, qu'il l'insulte, que c'est insupportable. Elle va aller jusqu'à prétendre que son mari aurait essayé de l'écraser avec son véhicule, après différentes violences qu'elle aurait subies de sa part. C'est presque parce qu'elle est en danger et parce qu'elle est à bout qu'elle est forcée de le supprimer. Finalement, il était presque légitime qu'elle s'en débarrasse. Seulement voilà. Aucune preuve ne va venir confirmer que Lionel Fleury est un homme violent. L'enquête n'a en aucun cas démontré que Muriel Fleury aurait été victime de violences conjugales, morales ou physiques de la part de Lionel Fleury. J'ai assisté à une seule scène de violence envers mes parents. Et elle avait menti encore sur une chose, sur encore une énième chose. Et c'est la seule et unique fois où j'ai vu mes parents, en 20 ans, se disputer et où mon père a levé la main sur elle. Alors, pourquoi Muriel Fleury aurait-elle voulu supprimer à tout prix son époux et père de 6 de ses enfants? En examinant les comptes du couple, les gendarmes vont découvrir que Muriel Fleury en voulait peut-être à l'argent de son mari. Elle est dépensière. Madame Fleury a prélevé sur les comptes de son mari près de 67 000 € sur les 2 dernières années, manifestement sans l'en avoir prévenu. Durant ma première hospitalisation, Muriel a souscrit un prêt d'un montant de 18 000 €. Prêt que je n'avais pas signé. Donc Muriel avait imité ma signature. Mais surtout, les gendarmes vont s'apercevoir qu'en éliminant son mari, Muriel Fleury s'offrait l'opportunité de toucher le pactole. Car Lionel avait souscrit une assurance vie. Dans le cas de mon décès, Muriel devait récupérer d'un peu plus de 600 000 €. Il y a une clause dedans qui dit qu'en cas d'accident
sur la route, la rente est multipliée par 2. Maintenant, les enquêteurs en sont convaincus. Ils tiennent enfin le mobile de Muriel Fleury. Le 13 mai 2014, s'ouvre au tribunal de Vannes le procès de Muriel Fleury, Jean-Sébastien Thomas et Patrice Pluot. Tous les regards se portent sur Muriel, car c'est désormais une mère de 8 enfants qui se présente dans le box des accusés. Pendant sa détention, Muriel Fleury a mis au monde un enfant. Cet enfant est l'enfant de Patrice Pluot. Et face aux jurés, les 3 accusés confirment leur rôle. Muriel Fleury plaide coupable. Elle reconnaît l'intégralité des faits. Elle reconnaît que c'est elle qui a tenté de tuer son propre mari. Après 4 jours de procès, les peines tombent. Muriel Fleury a été condamnée à 20 ans de réclusion. Patrice Pluot à 10 ans. Et Jean-Sébastien Thomas à 12 ans. C'est vrai que la peine infligée à Muriel Fleury est lourde, mais je crois aussi que la cour d'assises et les jurés ont tenu compte de la pérennité du projet criminel. Pour les victimes, le soulagement est total. Lorsque les peines sont tombées, il y a eu un petit moment où je me suis dit, je vais pas revoir ma mère pendant 20 ans. Et je me suis dit, tant pis, je préfère ça encore. Plutôt que me dire que je risque de perdre mon père parce que je ne sais pas pourquoi elle va peut-être tenter la même chose. Muriel mérite cette peine, oui, elle le mérite, oui. Toute la souffrance que j'ai traversée depuis le jour de l'agression, depuis l'empoisonnement par les médicaments. Aujourd'hui, je ne pardonne pas et je ne pardonnerai jamais. Je ne sais pas si je pourrais pardonner d'ailleurs un jour. Ça, le temps me le dira. Je peux juste apprendre à vivre avec. Ce qui n'est pas aussi simple tous les jours. Jean-Sébastien Thomas, Patrice Pluot, ainsi que Muriel Fleury ont fait appel de leur jugement. Aujourd'hui, ils attendent leur nouveau procès.